Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Parlons sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième discipline en sport collectif. Je le rappelle, elle est dans l'ADN de l'Algérien. Vous avez compris, je parle du handball. Tombée de rideau sur la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie termine au pied du podium à la 4e place. Comment expliquer le fait que l'Algérie ne monte pas sur le podium? Quelles sont les raisons? Quel avenir pour cette discipline qui vit des moments bien compliqués. Il a été le pompier de service sur cette édition, puisque ça devait être un Allemand qui devait prendre l'équipe nationale. Finalement, il a accepté de revenir pour une mission bien précise, la Coupe d'Afrique des Nations, et tout juste après, il remet le tablier. C'est Salah Bouchkriou. Salah Bouchkriou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Je dis l'entraîneur national ou l'ex-entraîneur national? Je préfère l'ex. L'ex-entraîneur national. On va en parler durant toute cette émission. Également, ancien gardien de l'équipe nationale, aujourd'hui gardien de but du Handball Club d'El Biar, journaliste sportif également ou consultant, c'est Abdallah Benmeni. Bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tout le monde. Et puis on retrouve Ali Hamouche, comme chaque semaine. Bonsoir Mohamed, bonsoir à nos invités. Eh bien voilà, le décor de l'émission est planté. Salah Bouchkriou. Toute première question. C'est la 7e fois que vous prenez l'équipe nationale. Vous avez participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Je ne parle pas du joueur que vous étiez, je parle de l'entraîneur que vous êtes. Est-ce que, sur le plan de l'énergie, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations qui vous a le plus fatigué, le plus éreinté, usé même? C'est sûr, c'est... Comparativement aux autres. Hein. Bien sûr, parce que déjà, quand on commence par une défaite... Contre le Nigeria. Contre le Nigeria, on a, sur le plan mental, on a reçu un coup très dur, pour moi et pour les joueurs. Et c'était difficile de remotiver les joueurs. Et en plus, notre destin n'était pas dans les mains parce qu'on attendait la défaite du Nigeria. Et on savait qu'on allait rencontrer l'Égypte, grosse équipe. On savait que c'est très difficile de faire un résultat contre l'Égypte. Alors de les battre, c'est pratiquement impossible par rapport à leur position actuelle, à leur niveau surtout. Ils sont intouchables, les Égyptiens? Actuellement intouchables. Je rappelle, 6e mondial. Dans le top 10 mondial. Non, on les a vus jouer déjà pendant leur préparation. Ils ont joué le Portugal, ils ont fait match nul. Portugal, grosse équipe. Et en plus, il ne faut pas oublier, cette année, l'Égypte n'a jamais été aussi fort que cette année parce qu'ils ont récupéré d'autres joueurs. Pratiquement le meilleur joueur, Doudou, il s'appelle Doudou, il est revenu. La dernière fois, il n'a pas participé au championnat d'Afrique. Ils ont de très bons jeunes qui ont remplacé d'autres joueurs. Je savais que l'équipe d'Égypte allait vraiment gagner toutes les équipes et facilement, c'est ce qui s'est passé. Sur Salah Bouchkriou, vous évoquez la difficulté sur la compétition en elle-même. Oui. Mais bien avant, il y a eu également des difficultés à préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, c'est vrai que la durée de la préparation n'était pas très longue, puisqu'il y a eu des problèmes par rapport aux joueurs titulaires. Je donne comme exemple, Abdi Ayoub est arrivé le 3 janvier, alors que les autres ont commencé la préparation le 22 décembre. Quand j'ai eu une discussion avec Abdi, il m'a dit que son club ne lui permettait pas de venir en équipe nationale. Ils ont exigé que le joueur participe avec l'équipe nationale en préparation après le 3. Et c'était dans de faire respecter les dates IHF, c'est ça? C'était 15 jours avant la compétition, plus 15 jours de compétition, ça fera un mois. Quand Abdi est venu, il a pris beaucoup de repos, je pense. Il a eu beaucoup de repos. Et je ne pouvais rien lui faire. Alors il a participé à 2 matchs. Même les entraînements, il ne s'entraînait pas à fond parce qu'il venait de commencer sa préparation et tout. Peut-être Abdi et Khalifa, la même chose. Khalifa, il a joué le dernier match, c'était le 27 décembre. Il a rejoint l'équipe. Les images qu'on a à l'antenne, c'est du match contre l'Angola que nous avons à l'antenne. Il a rejoint l'équipe lui aussi le 3 janvier. C'est par rapport à ces 2 joueurs. Sinon, les autres, je pense qu'on s'est bien préparé. On était dans de bonnes conditions, il faut être honnête. La première fois que les joueurs, personne n'a trouvé d'inconvénients. On s'est bien préparé. On a joué des matchs de bon niveau. On était dans de très bonnes conditions. Moi, peut-être c'est les matchs... Préparer une CAN en Europe, est-ce que c'est idéal? Préparer une CAN en Europe? On n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des matchs? Je vous pose la question. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que c'est pas le même. Moi, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes conditions. C'est-à-dire,
c'est une toute autre. Peut-être Vous c'est passez pas- des conditions X à d'autres conditions complètement différentes. Non, je pense qu'au Rwanda, le climat était. C'est vrai qu'il y avait beaucoup D'humidité. et tout, mais dans la grande salle, il n'y avait pas de problème. C'était climatisé. Si on avait une salle pareille en Algérie, on allait. Croyez-moi, c'est une très très belle salle. Et pour les joueurs, je pense, pour jouer d'autres équipes, c'est pratiquement Très impossible. bien, je vous pose la question pour savoir si ça n'a pas influencé. Peut-être un stage en Égypte, jouer contre des équipes égyptiennes, ça aurait été peut-être bénéfique. Vous parlez d'une invitation. Vous allez parler d'une invitation que vous aviez reçue. Oui, on a eu une invitation du Rwanda, mais c'était avant le tirage au sort. Mais partir au Rwanda pour jouer au Rwanda, c'est pas intéressant. Déjà faire le voyage, c'est 2 journées de voyage et aller-retour, ça fera 4 jours. À passer le temps. En plus, jouer contre le Rwanda, c'est pas une équipe qui va être bénéfique. Un match bénéfique pour les joueurs, je pense pas. Abdallah Belmeni peut-être. Moi, personnellement, je pense que, et je l'ai toujours pensé, c'est vrai que la préparation était un peu en retard, mais surtout, c'est qu'avant, le coach avait déjà ces conditions-là de commencer en retard. Mais cette fois-ci, ce qui a été différent, c'est qu'il y avait de nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas le niveau africain, qui ne connaissaient pas la compétition face à de grandes équipes telles que la Tunisie, l'Égypte. 12 nouveaux joueurs. C'est pas rien, c'est quelque chose. On parle pratiquement d'une équipe. Et du coup, pour trouver l'osmose, pour trouver la cohésion et tout, je pense que ça demande beaucoup de temps. Et moi, personnellement, je pense, peut-être que je vais directement aller au vif du sujet. Allez-y. Je pense que c'est ça le souci. Depuis 2021 jusqu'en 2026, on a eu droit à 5 entraîneurs. Chaque entraîneur vient avec une philosophie, chaque entraîneur vient avec une vision. Du coup, c'est tout à fait normal que chaque entraîneur va ramener les joueurs qu'il va choisir, qu'il va sélectionner. Du coup, on a toujours de nouveaux joueurs. Très bien. Alors, sur cette question-là, Saad Bouchkri, est-ce que vous n'avez pas pris un risque avec 12 nouveaux joueurs? Je rappelle que ce n'est pas la première fois que ça se fait en équipe nationale de hand. Si on appuie sur le bouton à remonter le temps, en 1981, Aziz Derouez avait décidé de mettre de côté, entre guillemets, une génération tout à fait exceptionnelle qui avait pris part aux Jeux Olympiques à Moscou et de faire appel à 12 nouveaux joueurs. Ça lui avait réussi. Vous faisiez partie peut-être de cette génération. Vous aviez gagné la Coupe d'Afrique des Nations, la toute première pour l'Algérie. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit quelque part on va tenter ce coup? Non, pas du tout. C'est la situation de l'équipe nationale qui m'a... Qui vous a amené? poussé, Ah, très bien. sûr. Parce que nous, on est en train de comparer 2 équipes totalement différentes. On est en train de comparer l'équipe qui a fait la finale il y a 2 ans avec cette équipe-là. Alors que c'est faux. Il fallait comparer l'équipe qui a joué le mondial avec cette équipe. Moi, quand je vois l'équipe qui est partie au mondial avec les problèmes qu'ils ont eus, l'équipe s'est cassée là-bas parce qu'il y avait un problème de prime. Comme vous le savez, il y a des joueurs qui n'ont pas eu leur prime, ils ont joué le mondial. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ont décidé d'arrêter l'équipe nationale. Et des joueurs Hadj Sadour, par exemple. par exemple, Hadj Sadour a décidé d'arrêter. J'ai eu une discussion avec lui. Il m'a dit clairement, il m'a dit, moi, si je n'ai pas l'argent, je j'ai pas ma prime. J'ai pas ma prime, je vais pas venir. Bah, le temps lui a donné raison, parce que jusqu'à présent, il n'a pas reçu sa prime. Moi, j'ai insisté pour que tous les joueurs prennent leur prime. Mais la même chose pour, comment il Bastien. s'appelle, le pivot Bastien Kermouche. J'ai eu une discussion avec lui. Il m'a dit, moi, j'arrête l'équipe nationale. Je sais, il voulait arrêter par rapport à ce qui s'est passé au mondial. Donc, c'est des problèmes Oui. qui sont latents, qui ont influé sur, disons, la sélection avec laquelle vous êtes parti sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 5 joueurs qui ont participé au dernier championnat d'Afrique, qui ont participé pendant ce championnat. Si on enlève Berkous pratiquement n'a pas joué. Il n'a pas joué sur cette C'est 5 joueurs. Il y a 5 joueurs. Donc c'est une nouvelle sur équipe, 18. quoi. C'est pratiquement une nouvelle équipe. Est-ce que, comme le dit Belmeni, pour vous, vous êtes d'accord avec l'analyse de Belmeni? Les changements d'entraîneur? C'est sûr, une stabilité donne. Parce que vous avez fait un aller-retour, hein, je rappelle.
Ah ben c'est vrai, vous avez fait un aller-retour. Vous avez été injustement enlevé, je l'ai dit à l'époque et je signe et je persiste, vous êtes parti et vous êtes revenu. Ce n'était pas vous qui étiez prévu au départ, c'était un Allemand. Finalement, ça a capoté. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, le pompier de service. Moi, j'ai décidé d'arrêter définitivement l'équipe nationale. Et c'était ma dernière décision. Après, votre ancien coéquipier, Boussept, président de la fédération, vous a convaincu. Moi, avec Boussept, on a essayé de trouver un entraîneur étranger. On a contacté plusieurs entraîneurs. Mais comme vous le savez, un entraîneur de haut niveau, il ne va pas venir comme ça. Ce n'est pas l'argent qui va directement... Pourquoi? C'est les conditions de travail. Pas les conditions de travail. C'est le projet, merci. Quand il voit l'équipe nationale se classer avant-dernier, il voit les joueurs. Il ne va pas s'engager comme ça. Il a un nom. C'est pas facile. On a contacté un Espagnol et c'est ce qu'il a dit. L'Algérie, ce n'est pas mon projet. Il voit les joueurs. Pour moi, je suis algérien. Je savais que c'était difficile. Mais j'ai pris le risque parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur. Tout simplement, moi, j'ai été harcelé par le président de fédération, par des amis de prendre l'équipe nationale pendant 2 mois. J'ai refusé l'équipe nationale pendant 2 mois. Et à la fin, ils n'ont pas trouvé d'entraîneur. J'ai été obligé de prendre mes responsabilités et de m'engager. Et la première des choses, c'était de changer l'équipe. Est-ce que ces joueurs-là que j'ai choisis, est-ce qu'il y a d'autres meilleurs joueurs? Je ne pense pas. Moi, j'ai vu le championnat. Il n'y a pas de joueurs. C'est ce qu'il y a sur le marché. Et en plus, j'ai choisi des joueurs qui ont une marge de progression. C'est des U21. J'ai choisi 4 joueurs U21. Il y a des joueurs de 23 ans, 24 ans, 25 ans. C'est des joueurs qui peuvent, pendant peut-être le championnat d'Afrique prochain, faire quelque chose. C'est une expérience qu'ils ont vécue. Et en plus, il ne faut pas oublier que nos équipes ne participent pas au championnat d'Afrique. Ça fait plus de 10 années ou plus que... C'est un handicap. C'est un handicap. Oui. Ni championnat d'Afrique, ni championnat arabe. Bon, les présidents sont en train de parler, on n'a pas les moyens. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des joueurs participent, c'est que des joueurs jouent contre des Africains. C'est la première fois qu'ils jouent contre des Africains. Peut-être qu'ils ont été impressionnés. Et c'est vrai, c'est le gabarit et tout, c'est une autre manière de jouer. Et ça influe négativement sur le rendement des joueurs, c'est clair. Je m'adresse. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, que les clubs algériens n'arrivent pas à participer à des championnats d'Afrique. Même en Coupe arabe, on ne brille pas aussi, il faut le dire. Quand il y a des petites participations... C'est ça, c'est qu'il y a des petites participations qui sont timides juste parce que, disons, quand c'est la Tunisie qui organise, il faut le dire, parce que c'est juste à côté, du coup on prend le bus et on va participer. Parce qu'une participation en championnat d'Afrique... À un coût. Voilà. Déjà, la participation elle-même, tu dois payer de l'argent. Et plus de ça... Donc, on reviendra. C'est un handicap pour les joueurs? Bien sûr. Avant, il y avait le Mouloudia d'Alger qui participait chaque année à une compétition africaine. Minimum une participation à une compétition. Il y a eu le Mouloudia, il y a eu l'MBB, il y a eu vous, la DNC à votre époque. Je parle des dernières années. Ouais. Mais le problème, c'est que ça fait des années qu'on ne participe plus à des compétitions africaines. Et à ce moment-là, contrairement aux clubs égyptiens. Ils sont tout le temps présents. Et avec les clubs tunisiens, ils sont à chaque... Et pas que, les clubs nigérians aussi. C'est qu'il y a un club qui est pratiquement l'ossature de l'équipe nationale. Du coup, pratiquement, ils ont minimum plutôt 2 compétitions par an. Les clubs camerounais, les clubs angolais, ils participent à chaque compétition africaine. Et nous, on n'arrive pas à faire participer nos champions, qui sont champions d'Algérie, Coupe d'Algérie, à des compétitions pareilles. Et ces compétitions-là vont donner plus de rythme et plus d'engagement. Le coach l'a bien dit, il y a ces nouveaux joueurs ont vu pour la première fois des joueurs africains avec c'est un style différent. Ils étaient confrontés à la réalité, aux adversaires qu'ils ont sur une compétition africaine. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, pourquoi, et notamment avec vous, Salah Bouchekriou, je l'ai dit au tout début, c'est la 7e fois que vous prenez l'équipe nationale. Pour les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de vous voir en tant que joueur ou de vous découvrir en tant qu'entraîneur, je rappelle que vous avez fait partie, vous étiez dans le staff technique en 1995, si mes souvenirs sont bons, en Islande, où on avait battu une nation de renommée au niveau mondial, le Danemark. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on se qualifiait en senior pour le tour suivant. Il y a eu également la Croatie au mondial, où on fait une 13e place. Donc, c'est pour rappeler le contexte est différent cette fois-ci, avec une nouvelle génération.
Moi, la question où je veux aller, j'ai donné l'exemple de 1981, d'une génération. 12 nouveaux joueurs. Deloise avait tenté le coup. Vous le tentez cette fois-ci. Quelle est la différence entre la génération de 81 et celle d'aujourd'hui? Quelle est la différence? La différence de qualité de joueur, c'est clair. Déjà avant. Je le sais, mais je voulais vous entendre dire. Non. Avant, on avait un championnat. Écoutez, moi, quand j'étais entraîneur, c'était difficile de choisir 20 joueurs. Maintenant, de choisir 24. Pourquoi c'était difficile? Parce qu'il y avait le choix. Il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité. Une fois, avant de partir en 94, jouer le championnat d'Afrique en Tunisie, on était 20 joueurs. J'ai enlevé des joueurs de très très grande qualité. Et c'est pas facile d'enlever des joueurs. Il y avait Ben Hamouda Omar qui était bon arrière. Salah Bouchkri. Non, je vous donne comme exemple. Ben Hamouda Omar, il était excellent et j'étais obligé de l'enlever. Il y avait d'autres joueurs, il y avait beaucoup de joueurs. Maintenant, on n'a pas il n'y a pas d'arrière. La preuve, Berkous, ça fait combien d'années qu'il est en train de jouer en équipe nationale titulaire? 15 ans. Ça fait 15 ans, oui. Est-ce qu'on a formé un autre joueur qui allait... Justement, il n'y a pas de doublure pour Berkous. Il n'y a pas. Pas que, hein. Mais Pas que Berkous. Pas que Berkous, demi-centre. Demi-centre et après. Ryan, par exemple. Ryan, quand j'ai commencé à travailler avec les... Ryan Abrous. Abrous, pas U19. Qu'on avait reçu, Championnat arabe, des Jeux pan-arabes. Moi, je l'ai fait jouer à l'aile. Maintenant, j'étais obligé de le faire jouer demi-centre, parce qu'Albier joue demi-centre. C'est vrai que pendant les matchs amicaux, il a bien réagi, mais là, ça a été un peu... Parce que Abrous Ryan, il a fait le mondial. Il a joué, je pense, 5 ou 10 minutes. Ça n'a pas été bénéfique pour lui de participer au mondial. Si on participe, moi, ce que j'ai dit, je vais lancer des jeunes et je vais les faire jouer. C'est ce que j'ai fait. Il y a des joueurs qui ont bien réagi. Par exemple, Atak Youssef en demi-centre gaucher, c'était U19. La satisfaction, donc, si je comprends bien à travers ce que vous dites, la satisfaction sur cette Coupe d'Afrique des Nations, le résultat, l'essentiel, l'objectif est atteint. On ira au mondial. Oui. Mais dans le même temps, c'est d'avoir lancé dans le bain des joueurs et pour certains. Ça faisait partie des objectifs. Moi, j'ai dit, avant de partir, le premier objectif, c'était de se qualifier au mondial. Donc, objectif atteint, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça, c'est atteint, c'est fait. Deuxième objectif, c'était d'aller en finale. Ça n'a pas été, même avoir une médaille. Et on ne mérite pas, par rapport à notre rendement. Il y a des statistiques qui démontrent notre mauvais rendement. Parce que moi, pendant les réunions, pendant les entraînements, j'ai insisté sur la rigueur en attaque. Quand on fait des mauvaises passes, quand on fait des mauvaises réceptions, c'est un manque de rigueur. Il faut être sur le plan efficacité. Quand on a joué contre le Cap-Vert, 21 tirs ratés. 21 tirs ratés. Oui, c'est impossible de gagner dans ces 11 conditions. face à face. 11 face au gardien. Et leur gardien est sorti meilleur joueur de la partie. C'est qu'il y a un problème d'efficacité, c'est clair. Si on avait mis 30%, on aurait gagné facilement le match. Moi, ce que je ne comprends pas, par exemple, quand tu dis à un joueur, il ne faut pas tirer. Le gardien, il est très grand, il ne faut pas lui tirer sur la tête. Ça, j'ai expliqué ça pendant la mi-temps. J'ai dit ça en deuxième mi-temps. On refait la même chose. On refait la même chose. C'est que les joueurs étaient, je sais pas, perturbés, n'étaient pas concentrés. Crispés, peut-être? Surtout crispés, oui. Parce que je pense aussi parce qu'ils n'ont pas ce nombre de matchs où ils vont avoir ces difficultés-là. D'accord, nombre de matchs, mais quand tu vois Abdi et Djalil, c'est des joueurs qui jouent en Europe, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer contre des grands gardiens. Rater des balles pareilles, c'est... Bon, il y a des circonstances. Par exemple, Abdi était blessé, c'est clair. Il a joué blessé. Donc, il n'était pas 100% de ses moyens. Ah, il n'était pas 100%, voilà, c'est clair. Ça explique. Quand Abdi a marché, c'est-à-dire on a joué contre l'Angola, Abdi a bien joué, l'équipe a gagné. Quand le gardien nous a aidés, l'équipe a gagné. Malheureusement, cette fois-ci, les gardiens, surtout pour Khalifa, je pense qu'elle a été très, très affectée par son premier match et par ce qu'il a entendu. C'est un gardien. Ça lui est resté, ça a impacté son comportement sur la suite de la compétition. Oui, mais moi j'avais espoir à chaque fois que je le faisais jouer parce que c'était pas Khalifa qui jouait. Peut-être que j'ai trop insisté pour qu'il rejoue. Malheureusement, Khalifa n'est pas revenu à son niveau.
Mais les gens, ils oublient que Khalifa, pendant les championnats d'Afrique, derniers championnats d'Afrique, ou les dernières compétitions, il était parmi les meilleurs. C'était lui qui sauvait pratiquement Il l'équipe. s'est raté sur ce tournoi. Il s'est raté, Allez, ça Hamouche. arrive. Monsieur Sarr Bouchkri, je voulais m'arrêter, revenir sur l'effectif. Pour vous, c'est le meilleur effectif qui est parti à la Coupe d'Afrique des Nations, où vous vous dites qu'il y a des joueurs qui auraient pu faire partie de cet effectif, sur lesquels peut-être que vous comptiez. Bah, moi, je vois pas. Bah, j'avais l'espoir parce qu'on avait un joueur qui évolue en France. Très très bon joueur. À chaque match, il marquait 13-14 buts. Je pensais le prendre avec nous. Malheureusement, il a joué avec l'équipe de France U19, U21. Je pensais qu'il fallait attendre 2 années. Malheureusement, c'était 3 années. Il aurait pu beaucoup nous aider à l'aile parce qu'il y a un manque au niveau de l'aile gauche, tout simplement. Donc on pourrait l'avoir à l'avenir, dans une année. S'il veut bien, change pas d'avis, s'il change pas d'avis, oui, ouais, oui, bon, parce après, que ça reste à lui, il volonté. avait peut-être avant un espoir d'aller en équipe de France. Pratiquement les joueurs qui ont un très bon niveau, ils espèrent participer avec l'équipe de France et c'est tout à fait. Déjà, on en a 2 qui ont participé avec l'équipe de France première, le gardien et le Nadim Mermé. Ça, c'est des choix de joueurs. Oui. Ça n'en revient à son algérianité. C'est un choix sportif qui est fait par le joueur. Alors, vous avez parlé des joueurs. Vous avez les deux insisté sur le fait que nos joueurs manquaient de compétition continentale en club et ça se répercutait inévitablement sur l'équipe nationale. Aujourd'hui, le constat est là. C'est-à-dire, je vous pose la question, on aurait pu regarder, on regarde le verre à moitié plein, on va se dire, ah, c'est bien, on est qualifié au mondial. Mais si on regarde objectivement, c'est bien d'aller au mondial. Pour quel résultat aller au mondial? La bonne Moi, chose, je parle de la discipline. Oui, oui. Je suis très content pour les athlètes. Moi, on est tous heureux pour eux. Tous contents que l'Algérie soit présente au mondial. Mais après, la discipline en elle-même. Qu'est-ce qu'un mondial pourrait apporter au handball algérien? Et qu'est-ce qu'une non-participation pourrait apporter à l'équipe nationale? Beaucoup de mal, moi, je dirais. Il y aurait beaucoup de mal, je pense. Maintenant, au moins, les joueurs seront motivés. Si par exemple, on nomme un nouvel entraîneur, il a un championnat du monde, il a un objectif, il peut travailler. Si on ne se qualifie pas, on va ramener un entraîneur, on va leur dire, Très bien. Sur cet aspect-là, 2 années, tu vas... moi, je pensais... C'est pas intéressant pour La moi. question sous-jacente, Sur le handball, pas c'est sur le handball. Est-ce que pour vous, moi je dis c'est très bien qu'on aille au mondial, mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas, messieurs, je m'adresse à vous également, puisque je pense que vous allez vous reconvertir en tant qu'entraîneur de hand, je serais persuadé, est-ce que pour vous, dans le même temps, il ne faudrait pas que la Fédération algérienne de handball, puisque je rappelle que c'est un dossier prioritaire qui a été pris en charge par le président de la République, qui a donné des orientations, la participation mondiale, c'est une chose, mais dans le même temps, faire en sorte de tirer la discipline et les clubs et les licenciés vers le haut. C'est ça l'aboutissement. C'est ça l'idée. C'est sûr. Si on voit l'équipe d'Égypte, c'est une équipe, ça fait 7 ans qu'ils jouent ensemble. 7 ans. Nous, ça fait 2 mois qu'on joue ensemble. Il y a la différence. Maintenant, si c'est les clubs maintenant. Oui, mais je peux vous dire dans le même temps, Sarah Bouchkriou, je peux vous dire dans le même temps, vous auriez pu prendre laisser les 12 joueurs de côté, vous prenez ceux qui étaient là, les anciens, et vous allez... Où est-ce qu'ils sont les anciens? Je Il n'y a pose- pas je d'anciens. Il n'y a pas d'anciens. Moi, j'étais obligé de changer d'équipe. Ah, très bien, voilà, Il n'y a pas c'est- d'anciens. Ouais. Les joueurs qui ont fait les championnats d'Afrique de quelle année? De 2023 Les finalistes de la dernière édition. finalistes de l'édition. Il y a Had Sadou qui a arrêté. Il y a Kaabash qui a arrêté. Il y a Bastien. Vous en avez parlé. Berkous, il est blessé. Je compte ces 4 joueurs, c'était la base. Très bien, ça permet de rappeler. Donc, c'était une obligation. Moi, je vous dis dans le même temps, et Ben Meni également, je vous pose la Moi, question. personnellement, sur le handball, déjà, parlant de la qualification mondiale. Qualification mondiale, c'est bien, comme il a dit, comme l'entraîneur a dit, pour l'équipe nationale, qui reste la vitrine du handball national. Mais après, il faudrait faire un travail de fond sur le handball algérien et utiliser la qualification mondiale pour travailler sur le fond du handball algérien. Mais comment? Genre,
Par exemple, là, c'est un peu le travail de la fédération aussi, le travail des clubs, c'est utiliser cette qualification, la médiatiser pour donner envie aux jeunes déjà. On commence par la formation, donner envie aux jeunes de faire du handball. De un, que ça soit un travail de fond de la fédération et de faire de la formation déjà, le fait d'être qualifié, de jouer. Question, messieurs, voilà, la formation, le nombre de licenciés. Non, la formation, c'est ça. Le nombre de licenciés. Est-ce que le handball attire les jeunes aujourd'hui? Moi, personnellement, je dis, à chaque fois qu'on participait à une compétition, c'est pourquoi j'ai parlé de la qualification, à chaque fois qu'on participait à une compétition, on faisait de bons résultats, surtout en mondial. Coupe du Monde, c'est tout le monde qui regarde, c'est médiatisé, c'est beau. Et du coup, à chaque fois, après la compétition, il y a des parents qui viennent, ils me disent, mon fils voudrait bien faire du handball, mon fils voudrait bien faire gardien comme vous. Et c'est ça, mais faudrait qu'il y ait un vrai travail derrière. Et alors, la volonté politique y est, puisque l'État, l'orientation a été donnée. Mais malheureusement, je ne sais pas si vous partagez mon avis, on est dans de l'immobilisme. Ça ne bouge pas. Est-ce que vous ressentez cela ou c'est juste une impression de ma part? Je vous pose la question. Moi, oui, je pense la même chose que vous, parce que maintenant, tous les présidents de club cherchent à faire un résultat. Mais moi, ce qui me dérange chez les présidents de club, je vais vous interrompre, c'est l'État qui finance. C'est l'État qui finance le sport, le handball. Les présidents de club, ils viennent, ils sont élus par une assemblée générale, mais ce n'est pas leur club, ce n'est pas eux qui déboursent. Donc l'État donne une orientation à travers sa fédération, à travers sa direction technique nationale. Eh bien, ils n'ont qu'à appliquer ce que décide l'État. Mais est-ce que les clubs ont les moyens de faire... Puisqu'on a dit, on va dégager une enveloppe. On va dégager. On va dégager, on attend. Il faut que ça soit en pratique. En pratique, on voit rien. Par exemple, l'argent. Ils ont parlé de beaucoup d'argent qui va rentrer, mais ça a tardé. Hein. Ça a pris, je pense, 4 mois ou 5 mois pour que la fédération reçoive l'argent. Très bien. Moi, je vais vous dire. Vous savez que quand on a préparé l'équipe du U19, il n'y avait pas d'argent. Vous étiez entraîneur national. Oui, il n'y avait pas d'argent. C'était les entraîneurs qui achetaient des équipements. Ce qui n'est pas normal, puisque je le rappelle encore une fois. Mais il n'y avait pas d'argent. Là où le bas blesse, le président de la Fédération algérienne de handball, qui est ancien handballeur, ancien international, M. Boussept, c'est qu'on attend la feuille de route et on ne voit pas de feuille de route. Là, j'apprends, parce que cet immobilisme a entraîné le départ, par exemple, de la directrice des équipes nationales, a entraîné, aux dernières nouvelles, il y aura une démission au niveau du bureau fédéral, parce que les choses n'avancent pas. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, le handball, la première discipline après le football en sport co, eh bien qu'on reste encore à espérer une relance de la discipline. Je vous pose la question. Il y a eu un grand retard. Si on voit... Ah oui, c'est pas depuis Boussept. Hein. Oui, ça fait 20 ans le retard. Moi, je l'ai vécu, ce retard, je l'ai vécu. Quand j'ai pris l'équipe du U19, ils allaient au mondial. On allait affronter la Croatie, la Serbie et l'Espagne. Quand j'ai vu les joueurs, j'avais peur. Comment je vais faire pour jouer ces équipes-là? Des joueurs qui pratiquent. Ces joueurs-là ont fait les championnats d'Afrique. Vous savez qu'ils ont perdu 10 points d'écart contre la Guinée. Entre 5e, 6e place, ils ont perdu 10 points d'écart. Quand ils m'ont dit cette équipe a perdu 10 points d'écart contre la Guinée. Et moi, j'allais entraîner cette équipe pour jouer un mondial. Contre qui? Contre la Serbie, Croatie et Espagne. Bon, on a travaillé pendant deux mois et demi. Là, on a bien travaillé. Et on est allé jouer les championnats du monde. C'est vrai, le premier match, on a été massacré par l'Espagne. Deuxième match, on a perdu 10 buts contre la Serbie. Troisième match, on a perdu 5 buts contre la Croatie. Ça veut dire que ces joueurs-là, malgré leur retard sur le plan technique, tactique et tout, avec un peu de travail, un peu de sérieux, de match en match, on a progressé. Et à la fin, on a joué la Guinée qui nous a battu 10 buts. On les a battus 6 buts. C'est vrai qu'on a ramené un bon joueur, Berrou, un joueur qui évolue en France, qui nous a beaucoup aidé. Mais de perdre 10 buts et 10 mois après ou plus... Il y a une progression au travail. Il y a une progression. Ça veut dire, si on s'occupe des jeunes, on fait beaucoup de stages. C'est ça la démonstration, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous revenez, c'est une question de travail, vous parlez d'une méthode qui a très bien fonctionné,
c'est le regroupement permanent des équipes nationales. Oui, Tout on a simplement. besoin de Benveni. ça. Ça, on le faisait, moi, quand j'étais entraîneur avant. C'est vrai que j'avais beaucoup de joueurs locaux. Il y avait 14 joueurs locaux ou plus. Je faisais pendant Pendant tout l'été, pratiquement, on rentrait en stage. La préparation, c'est moi qui la faisais. Même si on n'avait pas de compétition à la fin, c'est-à-dire, je savais que les clubs n'avaient pas de moyens. Et l'équipe nationale avait les moyens. Je faisais la préparation des joueurs. D'ailleurs, j'avais un problème avec les autres clubs, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs du Mouloudia. Ils ont dit que les joueurs du Mouloudia se préparent avec l'équipe nationale. Et c'est pour ça que le Mouloudia a plus d'avantages. Bah, moi, s'il y avait 20 joueurs du Mouloudia, j'aurais pris 20 joueurs. Oui, c'est pas de problème, c'est les meilleurs, c'est tout. Ok. On faisait la préparation, on allait à l'étranger, on jouait des matchs, beaucoup de matchs, et on revenait. Et après cette préparation, les joueurs commençaient à travailler en championnat. Et pendant le championnat, chaque mois, on faisait un stage de 3-4 jours. Et c'était un travail continu. Maintenant, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà le championnat commence tardivement. Ça, c'est une anomalie également. C'est sûr, parce que les présidents préfèrent que le championnat soit vraiment un championnat de 4 mois. C'est pas eux qui décident. Je suis désolé, mais c'est pas eux à décider. Encore une fois, je suis désolé de vous contredire, mais c'est pas à eux de décider. Je suis entièrement d'accord, bien sûr, je suis entièrement d'accord. D'accord. Mais ils avaient. Oui, je suis entièrement d'accord. Ouais, sur cette question, c'est eux qui faisaient ce qu'ils voulaient parce que on allait. Ils choisissaient les entraîneurs. C'est pas normal. Écoutez, il y a des présidents qui appellent les entraîneurs pour qu'ils prennent leurs joueurs en équipe nationale. Est-ce que c'est normal ça? C'est ce qui tue la discipline. C'est Allez, ça, Hamouche. Tout à l'heure, quand Mohamed Djiboul a évoqué la formation, je vous ai vu sourire. Est-ce que pour vous, sur ce plan de la formation, et là, je parle des plus jeunes, hein, des catégories donc plus jeunes, est-ce qu'on est très très en retard sur le plan de la Vous formation? savez ce que j'ai dit aux joueurs, moi, pendant la préparation, je leur ai dit que vous êtes faibles en 1 contre 1. C'est un constat. Moi, C'est les ABC du hand, on va dire là. Hein. pas baisser du hand, parce que actuellement on est en train de jouer une défense aplatie, parce qu'il n'y a pas de tireur pendant le championnat algérien, il n'y a pas de tireur. On joue aplati, on joue le contre. Mais en 1 contre 1, on est faible. Et c'est la force des équipes, c'est la force des systèmes. C'est-à-dire sur les défenses avancées, c'est plus possible. Non, les gens sont en train de parler de système. Ouais. Mais un système, pour qu'il fonctionne, il faut avoir les éléments. Des exigences. Mais bien sûr. Les duels en football, c'est les duels, c'est les couvertures des espaces, c'est la communication. Là, si on joue avec n'importe quel système et on n'est pas fort 1 contre 1, on ne peut rien faire. Moi, j'ai joué la 3-3. Il y a, je pense, un journaliste ou un entraîneur égyptien qui a commentateur égyptien qui a dit que je suis en c'était train de dépassé. jouer une défense dépassée. Mais c'est avec cette défense qu'on a battu l'Égypte en 2012. Et ils étaient forts, l'Égypte. Monsieur Bouchkri, on l'a vu à l'Euro. À l'Euro, il y a des sélections qui ont joué avec cette défense avancée. C'est toujours d'actualité. Mais pour que cette défense marche, il faut avoir les joueurs. Il faut avoir des joueurs forts 1 contre 1, c'est-à-dire des joueurs qui savent défendre avec les jambes, premièrement, et avec la tête, pas avec les mains. On est sorti il y avait beaucoup de 2 minutes, parce que nos joueurs, quand ils sont dépassés, ils utilisent leurs mains et ils sortent 2 minutes. Bon, les gens sont en train de parler des joueurs et tout, mais le problème, il est technique. Moi, quand j'explique, par exemple, qu'on a raté tel, on a fait mais c'est un problème dès le départ technique. Parce qu'une défense où tu as des joueurs qui ne gagnent pas de duel, tu ne peux pas gagner. C'est clair. C'est la même chose en attaque. Malheureusement, en Algérie, la formation pratiquement n'existe plus. Hein. Oui. Il y a des équipes maintenant, toutes les équipes, on va jouer le titre. Il n'y a pas une équipe qui sort du lot. Le handball club de le billard. Non, d'une manière générale. Ah, très bien. D'une manière générale, il faut former des joueurs. Moi, je n'ai pas trouvé de joueurs formés. Il n'y a pas d'arrière-gauche. C'est toutes les équipes, comme il vient de le dire, toutes les équipes disent « Moi, je veux jouer le titre ». Alors que ce n'est pas normal. On voit dans tous les championnats, que ce soit dans le foot, le basket, on a toujours 2-3 clubs qui jouent le titre. 4 clubs. Et les autres, ils sont là pour faire… De mémoire, il y avait la DNC, il y avait le Mouloudia d'Alger. Si je remonte, il y avait l'ONACO, le NEDIT, le MCO à un moment donné. Mais ça jouait 3-4 clubs, grand max. Grand max. Là, maintenant, je vais donner un chiffre. On a
En nombre de licenciés, 33 000 licenciés en handball. C'est très, 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 très peu pour une population de pratiquement 50 millions d'habitants. 3 000 sûr. 33 000. 33 000 licenciés. Moi, je suis pas convaincu. 33 000 en Algérie, c'est J'ai- beaucoup. Non, 33 000, toutes catégories confondues. Hein. Peut-être C'est-à-dire structuré, en bon, d'autres termes. genre, ils ont une licence. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont joués, mais C'est ils ont peu, une licence. c'est peu. Très peu, très très peu, 33 000. En France, il y a 600 000. On prend exemple, en France, 600 000 de licenciés. Qui reste la En référence Égypte, en matière de hand. L'Égypte. En Égypte, il y a quelques années, ils ont mis un objectif d'arriver à 1 million de licenciés en handball. Et on voit le résultat. Et après aussi, Parce que, on le dit chez les messieurs, mais l'Égypte également chez les dames, bah oui, ils a sont fait de revenus. très gros progrès. Alors Ils sont revenus. qu'on dominait assez largement. On a été la dernière fois en Égypte. Ils ont un centre des équipes nationales là-bas. Ils sont tous en stage. Nous, on a joué, quand on a été là-bas, il y avait les U17 en stage, U19, U21 en stage. En même temps, ils se connaissent et à chaque fois. Malheureusement, nous, est-ce qu'on a un centre des équipes nationales? Ah, c'est une question que j'avais posée, je me souviens. Belmeni était en équipe nationale. Je lui avais posé la question, est-ce qu'il n'est pas frustré le fait qu'il n'y ait pas de centre des équipes nationales? Je me rappelle, Oui. et 10 ans après, on parle toujours des mêmes problèmes. Très bien. Alors moi, on fait le constat. Le constat est là. Moi, je vous ai vu, même ça à Bouchkriou, quand vous avez donné le chiffre de 33 000, ça là, énorme. Il était étonné. Comment renverser cette tendance? Parce qu'on ne va pas rester les bras croisés. Comment renverser cette tendance? Faire que notre handball revienne au plus haut niveau. Déjà, commencer par former. Comment faire pour relancer? Déjà faire ce qu'on a fait auparavant. C'est quoi? Enfin, moi, quand j'étais joueur, c'était la DNC. Ben, tous les joueurs, ils ont un transport, ils s'entraînent, ils prennent leur dîner là-bas, ils rentrent, ils sont bien équipés. Ça veut dire les parents, quand ils voient, C'était le cas avec le Mouloudia. oui, pratiquement Tous les clubs. tous les clubs. Si les parents des joueurs voient que leur garçon est pris en charge, ou leur fille est prise en charge totalement comme ça, ils vont les encourager. Mais quand ils voient leurs enfants On leur dit allez faire du foot. Ouais. Ouais. Bah, On leur dit allez bien faire du sûr. foot. Le problème chez nous maintenant, c'est que, faut le dire, le sport chez nous, il est amateur. Là, on demande à des joueurs amateurs de jouer et de gagner même face à des professionnels. Très bien. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il ne va pas falloir aujourd'hui prendre une décision et professionnaliser le hand? Bah oui, La question. faudrait changer de statut maintenant et passer au moins au semi-professionnel. Semi-professionnalisé. L'Égypte, on prend toujours exemple. C'est la par exemple, référence, l'Égypte, c'est les la meilleurs. référence Ils sont africaine maintenant. dans le top 10. Le championnat là-bas, il est professionnel. En Tunisie, la même chose. Ça, là. On part au Qu'est-ce que vous championnat dites? du monde, c'est la même chose. il faut un changement, c'est clair. Les changements, on ne va pas dire comme football, mais quand même considérer un peu le handballeur ou le basketteur ou le volleyeur. Une petite considération, quand je dis considération, c'est la prise en charge des joueurs. Nous, on est pratiquement dépassés par ce qui se passe ailleurs, c'est clair. Quand on est en train de se comparer à l'Égypte, je donne un exemple. Quand on a été fin juillet, août, je pense, on a pu jouer contre des équipes. Est-ce qu'en Algérie, il y a une équipe qui se prépare pendant le mois de juillet? Au mois d'août? Au mois de juillet? Au mois de juillet. Ah, je vous dis tout de suite, personne. Personne. Nous, U19, on a joué contre des équipes. Et les équipes, il y avait minimum 22 joueurs. 22 joueurs. Moi, j'étais étonné. Comment ça se fait? Ils vont commencer peut-être le championnat dans 2 mois ou un mois et demi. Et fin juillet ou le début août, ils étaient tous présents. Ça veut dire que les équipes là-bas travaillent. Ça veut dire que nous, on essaie toujours de Nous, on retarder essaie le maximum de décaler le maximum championnat. Je le sais. Mais pourquoi? Parce que pour éviter les dépenses, c'est un petit Pour peu ne pas ça. payer les Pour ne joueurs. pas payer les joueurs, voilà. C'est Ali Hamouche. Monsieur Salah Bouchkriou, est-ce que c'est utile, dans ces conditions-là, de ramener un entraîneur étranger qui va se heurter au même problème? Problème de formation, problème d'infrastructure, problème de disponibilité, de prise en charge des joueurs. Tout à l'heure, vous parliez de ces problèmes de primes. Est-ce que c'est utile de ramener un entraîneur étranger pour l'équipe A, bien évidemment? Il va se heurter à on va dire,
à cet environnement où il y a plein de problèmes? Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qui peut changer? Il ne faut pas oublier qu'est-ce que l'entraîneur algérien, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va subir beaucoup de choses si on ne ramène pas un entraîneur étranger. Maintenant, si le choix va être joué un entraîneur Allez, je vous pose la algérien, question. Si par exemple Boussept, ouais. vous sortez d'ici, vous avez rendez-vous demain avec Boussept, il vous dit Salah, je veux que tu continues. Ah non. Hein? Ah non. Ah bon? Ah non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit auparavant, la décision. Vous restez avec les prise. U19. Non, ni U19, ni U20, ni. Vous arrêtez les sélections. Ah, j'arrête les sélections. Ouais. Parce que on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Justement, l'entraîneur étranger, est-ce qu'il va pouvoir travailler dans ces conditions-là? Je ne sais pas. Ça sera très difficile. Alors, c'est clair. Hein. Moi, j'ai l'impression, quand je vous entends, vous avez baissé les bras. Ça, vous dites c'est plus possible, moi je peux pas, je rends le tablier. Est-ce que vous ne dites pas, vous, cette génération, même vous, Benmenig, qui aujourd'hui, demain, vous serez aux commandes, sur le terrain également, en tant que technicien, vous ne dites pas aujourd'hui, bon, on doit, toute cette famille du hand, eh bien, puisque l'État a décidé de prendre en charge, se retrouver et dire, bon voilà, une feuille de route, avec, sur cette feuille de route, eh bien, des deadlines, dire, voilà, telle étape, telle étape, telle étape. Est-ce qu'il ne serait pas temps? Ou je rêve? Non. Je pose la question. Déjà, ma situation actuelle ne me permet pas de travailler, c'est clair. Subir ce qu'on a subi, c'est infernal. Quand vous dites subir, en termes, qu'est-ce que vous voulez dire? De pression. Pression, oui. Surtout, comme vous le savez, après avoir perdu le premier match, on a passé 8 jours dans une situation invivable, c'est clair. C'était très, très... il y avait beaucoup de pression. À chaque fois, on pensait... Mais Salah, oui. vous êtes aguerri, vous avez l'expérience. Aguerri. Vous en avez vu d'autres. Moi, je n'ai pas changé. Quand j'étais joueur, j'avais la pression. Mais je me souviens de vous, joueur. Je m'en souviens très bien. Même chose, entraîneur, même chose. Des pressions positives. Positive, elle n'est pas positive. Hein, non, je parle d'avant. Sur un terrain, c'était un gars. Il ne fallait pas avoir en face. Hein. En tant que joueur, c'est différent. C'est différent parce que quand on commence le match, ça y est, on est dans le match. Entraîneur, c'est autre chose. Voilà, entraîneur, c'est autre chose. Entraîneur sur le banc, on est toujours à la merci des joueurs. Il faut bien le dire. Parce que c'est vrai, quand on donne des directives, elles ne sont pas appliquées, ça, vraiment, c'est difficile d'accepter. Hein. Je vous pose la question. Vous avez vu, vous deux, vous êtes sur le terrain, Salah, vous avez fait plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, on ne va pas toutes les compter ici en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, vous également, en tant que votre regard, il est très intéressant. On était dans les années 80, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, nous battions la France, champion du monde, nous les avions battus aux Jeux méditerranéens, nous avons battu le Danemark, je l'ai dit, nous avons remporté des titres continentaux 5 de suite, puis on a eu après par la suite. À Harsha, on avait battu l'Égypte. Il y a eu des qualifications pour les JO. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez les équipes africaines, vous dites, c'est nous qui avons stagné et les autres ont travaillé, rattrapé le retard. Et il y a même 2 nations qui nous ont dépassés. C'est la lecture que vous faites? Non, pour l'Égypte, oui. Je pense la Tunisie? Tunisie, non. Tunisie, je pense que peut-être ils ont beaucoup de joueurs, certes, jeunes, mais ce n'est pas la Tunisie comme on essaie. Quand vous regardez l'Angola, le Cap-Vert, le Nigeria, vous vous dites, il y a 20... L'Angola nous a battus plusieurs fois. Oui. C'est vrai qu'on les a battus, nous, mais difficilement. Non, mais en termes de progrès, quand vous les regardez aujourd'hui... Est-ce que vous dites que le hand africain a progressé comparativement, si le regard, je voudrais avoir. C'est pratiquement les mêmes équipes. Quand on voit le Cap-Vert, ça fait 4 ans, 6 ans, ils sont toujours dans l'Angola, la même chose. Quand vous regardez le niveau technique, quand vous regardez les morphotypes des joueurs, vous sentez du changement? Ben vous dites non, c'est... Moi, perso, je pense que c'est nous. C'est nous qui ont régressé. C'est nous.
Ah, parce que oui, le Cap-Vert, par exemple, avant, c'était pas une nation de handball, on ne jouait pas le Cap-Vert avant. Cap-Vert, moi je me rappelle, on a fait les Jeux de la plage. Le Nigeria n'était pas une nation de hand aussi. Non, le Nigeria, ils ont l'habitude de participer. Le Cap-Vert ne participait même pas. Je me rappelle, moi j'ai fait les Jeux de la plage au Cap-Vert. Et c'était là-bas qu'ils ont commencé, parce que c'est une ancienne colonie portugaise, ils ont commencé par prendre quelques binationaux qui jouaient au Portugal. Et c'est comme ça qu'ils ont construit cette équipe et ils sont là. C'est pourquoi ils ont ce niveau-là. C'est pas sorti comme ça. Le Nigeria, c'est juste parce qu'ils ont l'habitude, même si maintenant ils exportent quelques joueurs, 2-3 joueurs qui jouent en Europe. Mais personnellement, il faut dire ce qu'il y en est. C'est nous qui ont reculé. Ça, il ne faut pas oublier une chose. L'Angola, c'est pratiquement les mêmes joueurs. Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes joueurs, c'est pas leur première Donc pour vous, participation. à l'exception de l'Égypte, Les autres, ça. nous, on n'a pas, nous, l'Égypte, on était à un moment donné. Si on fait une comparaison entre nous avec les autres équipes, nous, on a beaucoup de joueurs, c'est leur première participation. Très bien. Le Cap-Vert, c'est pratiquement leur quatrième participation. C'est des joueurs qui Mais ont. ça, là, peut-être vous qui n'avez ont pas travaillé compris, ensemble. peut-être vous n'avez pas saisi la question. Au-delà du résultat, Sur le plan technique. Sur le plan technique, quand vous regardez les joueurs, je comprends très bien, première participation, ils ne connaissent pas le continent, ils découvrent, je comprends très bien. Mais quand vous regardez les autres équipes jouer, même si elles jouent depuis longtemps ensemble, et vous regardez nos joueurs, est-ce que vous dites nos joueurs, par exemple par rapport aux Égyptiens, pourquoi je prends l'Égypte? Parce que c'est le référent, vraiment, c'est le phare. Est-ce que, moi, je me souviens, avec l'Égypte, on battait les Égyptiens, même si c'était très compliqué des fois, un but d'écart, deux buts d'écart, ils nous battaient, et ainsi va la vie. Mais on était proches. Là, l'écart, c'est devenu, il y a un fossé qui s'est creusé. Bien sûr, parce que c'est pas le même niveau. Voilà, c'est ce que. Donc, l'Égypte est c'est bien un loin autre devant. niveau. Loin devant, c'est clair. Mais les autres équipes, on peut les battre Très bien. sans problème. Avec une bonne préparation, des joueurs plus aguerris que ça, on peut facilement les battre. Que ce soit la Tunisie, que ce soit le Cap-Vert. Le Cap-Vert, on a fait 21 tirs ratés. On a Non, fait très bien, moi, 12 ce qui fautes m'intéressait, techniques. c'est la comparaison par rapport aux référents. L'Égypte aujourd'hui, qui est la référence sur le continent. Donc, vous dites, avec l'Égypte, le fossé s'est creusé. C'est creusé, oui. Très bien, donc il y a un retard qu'il va falloir combler. Ah oui, on parle de l'Égypte, on parle de pratiquement 8 joueurs ou bien 9 joueurs sur l'effectif qui jouent à la Champions League. Nous, on a un seul joueur qui C'est joue. toute la différence. Déjà, et les autres jouent avec de grandes équipes européennes qui jouent les premiers rôles en Europe. Nos joueurs, mis à part Khalifa Rodban qui joue au Bundesliga et Ayoub Abdi qui joue à Nantes, Bien. qui joue la Champions League, les autres jouent avec des clubs équipes de juste D2, moyens, de de D2, D2. ouais. Alors, la différence, elle est là. Du coup, on n'exporte pas, déjà, on n'exporte pas d'ici, on n'exporte plus les joueurs vers de grands clubs, parce que même ceux qui sortent vers des petits clubs en deuxième division, ou bien ils partent dans des pays qui ne sont pas vraiment développés en handball. Mais c'est ça, maintenant, moi, personnellement, je pense qu'il est temps de, mis à part la formation, parce qu'on est obligé Très de bien. passer par la Ça, c'est formation. une obligation. Mais là, je parle de l'équipe nationale, parce que dans 10 mois, dans 11 mois, on a un mondial. Et on peut Ça pas commence attendre. aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Ça a commencé normalement hier, avec le retour de l'équipe nationale. Très bien. Parce que maintenant, on doit travailler la formation, on doit avoir une feuille de route pour la formation. Ça, c'est. Mais on ne peut pas former un joueur en 10 mois. Non, c'est Du impossible. coup, on doit prendre l'ossature de cette équipe et de commencer, parce que déjà, je pense que le premier date IHF est en mars. Mars. Du coup, on doit utiliser toutes les dates IHF, parce que c'est ça le souci. L'an dernier, par exemple, de la Coupe du Monde, on n'a pas utilisé aucune date jusqu'au mois de novembre. Messieurs, pour ceux qui adorent le handball, moi le premier, je suis frustré. Je vais vous dire pourquoi. Moi, la dernière fois que j'ai vu l'équipe nationale à Alger, c'est en 2014. Depuis, je n'ai plus revu mon équipe nationale, je ne l'ai pas revue en Algérie. Comment voudriez-vous que ceux qui adorent le hand ou attirer également de futurs handballeurs quand ils ne voient même pas leur équipe nationale? On ne l'a même pas vu à la télévision algérienne. Bon, les droits, ça c'est un autre débat. Ça c'est une question de droit. C'est complètement différent. Mais je dis, Harsha, on aurait pu, bon, pourquoi je dis Harsha, je prends la salle mythique ou la coupole. Hein, Il vaut mieux qu'ils ne viennent pas à Harsha. Non, la coupole. On a la salle de Miloud Hadfi, pourquoi? Elle est super belle. Miloud la salle. Hadfi, Oui. très bien. Par rapport à Harsha, c'est une Ah, salle. c'est vrai. Ouais. Mais Miloud Miloud Hadfi, Hadfi, c'est une très belle parce salle. que vous y avez. Alors, justement, est-ce qu'il ne serait pas temps également que la fédération fasse en sorte d'organiser des matchs Ah, sur des faudrait dates penser à IHF ça, ouais. avec,
pour qu'on puisse voir notre équipe nationale Il de faudrait hand. penser à ça dès maintenant. Mais pour ça, il faudrait avoir une fédération qui pense à ça, avoir une cellule qui va vers ça, qui va pouvoir organiser ça, parce que c'est pas facile d'organiser un tournoi international. Pour les matchs amicaux. D'ailleurs, Non, pour revenir juste j'insiste, tellement on ne voit pas l'équipe nationale. Je me souviens l'année dernière, la télévision avait retransmis un match du championnat, salle vide, personne n'y va. Parce qu'on ne communique pas une dizaine de matchs. Hein. On dit, d'ailleurs, on me rappelle, 10 matchs, salle vide, parce qu'on ne communique pas autour du handball, autour de l'équipe nationale. Il n'y a pas de spectacle, on n'organise rien autour Pour de vous ça. dire, bon, je prends exemple sur mon club. Handball Club d'El Biar. Il y a une cellule de communication. Du coup, à chaque fois, on communique, on fait des vidéos, on fait même des matchs des fois en streaming. Et ben maintenant, on a du monde pour les matchs d'El Biar. C'est vrai que maintenant, El Biar joue pour le titre. Du coup, des matchs avec des équipes qui jouent le titre, ben, pratiquement à chaque fois, on fait ça. En dehors d'Alger. Oui, en dehors d'Alger. En oui. dehors d'Alger, il y a beaucoup. C'est Alger où il n'y a pas de monde. À la Silhouette, par exemple, quand je vois leur public. Du coup, il y a les gens cherchent le handball. Mais ils ne le trouvent pas. C'est ça. C'est que où il y a du handball, on trouve les gens. Après, s'il n'y a pas de communication sur Alger, c'est un peu plus difficile. Mais comme j'ai dit, parce que dans le passé, El Biar, c'était vite. Mais maintenant, c'est parce qu'il y a un travail de communication qui s'est fait. Du coup, je pense qu'à la fédération, maintenant, s'il y a les moyens, bien sûr, on a besoin toujours de moyens, et une vraie cellule de communication, on pourrait prendre une date IHF de cette année et pourquoi pas organiser un tournoi des 4 nations comme il se fait en Il ne Portugal. faut pas être en Tunisie. retard parce que les gens qui savent travailler, le programme s'effectue. Il est une anticipé. année Oui, auparavant. oui. Nous, si on a réussi à avoir des matchs, c'est grâce à Nasser Sefta. Il a des connaissances parce que demander Il est un en match. Tchéquie, lui. En Hongrie. En Hongrie, oui. Ouais. Parce que trouver des matchs 2 mois avant la compétition, c'est pas aussi facile. Chaque fois qu'on a contacté plusieurs équipes nationales, ils nous ont dit ça fait une année qu'on a programmé. Oui, les programmes. Oui, oui. Dès maintenant, il faut que la fédération ou les responsables, ils font un programme, ils contactent des clubs, des équipes nationales pour faire des invitations. Ça ne se fait pas une semaine avant ou deux Je pense mois. qu'on pourrait le faire cette année pour la fin d'année, juste en décembre. Alors, la date de messieurs, on décembre. arrive à la fin de l'émission. Il faut bien tirer une conclusion aujourd'hui. C'est que notre handball, bon, il y a l'équipe nationale, il y a le mondial, ça c'est très bien. Ça sert de locomotive. Mais dans le même temps, c'est les travaux d'Hercule qui attendent l'équipe fédérale ou les responsables du hand pour une relance réelle du handball. On a besoin d'une relance réelle du handball. Là, maintenant, alhamdoulilah, on s'est qualifié grâce à cette jeune équipe qui a pu faire ce qu'il fallait pour se qualifier. C'est bien pour la vitrine du handball, mais dans le fond, il faudrait travailler la formation. Merci Abdallah Benmeni, c'est le mot de la fin. Merci Ali Hamouche. On vous souhaite bon vent. Merci. Et je sais peut-être qu'on vous retrouve une 8e fois en équipe nationale. Merci. Non, très bien, je rigolais. Merci une nouvelle fois Salah Bouchkriou. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On vous dit bonsoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir, bonne soirée.